Bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter. Nous sommes, Lindsay et moi, très heureuses de vous présenter cette bande dessinée sur la philosophe Hannah Arendt. Donc voilà, c'est une petite causerie entre nous, donc qui est toute la faute en vient à Françoise Cruz, qui nous a demandé un jour de travailler sur ce projet. Et bon, il faut bien avouer que nous avons eu l'inconscience d'accepter, parce que évidemment c'est un défi dans une bande dessinée. Je me souviens plus le nombre de planches, tu te souviens? 77 pages, donc raconter la vie d'Hannah Arendt et expliquer un petit peu sa pensée, c'était un peu fou, mais enfin nous avons foncé. Donc on va vous expliquer un petit peu comment on a travaillé pour faire ce livre. Et Lindsay va vous raconter comment elle a fait ses dessins. Donc juste pour redire un petit peu qui était Hannah Arendt, donc une femme philosophe, sculpteur de pensée, hein. Moi j'ai eu ce sentiment en travaillant sur ses textes, sur sa correspondance, auteur d'œuvres vraiment denses, on peut dire, qui ont parfois été l'objet de polémiques acharnées. Alors, moi, la formule que je trouve la plus belle, c'est sur Hannah Arendt, c'est sur sa vie, son destin, puisque ce livre fait partie d'une collection Destin de femmes chez Naïve. C'est la formule d'un de ses amis, Hans Jonas, qui a dit que pour lui, Hannah Arendt, c'était une passagère sur le navire du XXe siècle. Je trouve vraiment la plus belle formule, parce qu'effectivement, faire cette bande dessinée, c'était une manière pour nous avec elle, à travers ce personnage assez exceptionnel, de parcourir tous les grands événements du XXe siècle. Alors, qui était Hannah Arendt? On sait, une intellectuelle rebelle, de solide culture classique, philosophe, journaliste, écrivain, conférencière, éditeur, poète, globe-trotter, et qui s'est littéralement tuée au travail avec fougue et bonheur. Donc, notre idée d'abord, c'était vraiment de raconter sa vie et d'expliquer dans quel contexte et de quelle manière ses œuvres phares ont germé. Et donc tout ça en 60, comment tu m'as dit tout à l'heure, 77 pages blanches. Voilà. Alors, juste pour vous dire un petit peu moi comment j'ai travaillé, j'ai lu une bonne part de sa correspondance, ce qui n'est pas peu, parce qu'elle a beaucoup écrit à ses amis, à diverses personnalités, dont d'abord son mari, Heinrich Blücher. Elle lui a beaucoup écrit. Il y a évidemment Martin Heidegger, Gershom Scholem, le grand écrivain américain Mary McCarthy. Donc je me suis imprégnée de toutes ces correspondances et je m'en suis évidemment servi pour faire les dialogues que j'ai essayé les plus justes possibles. Et on a voulu aussi, comme elle a rencontré des gens assez exceptionnels, elle avait des amis qui étaient aussi des intellectuels, des philosophes, des politiques très passionnants. À la fin du livre, on a décidé de créer plusieurs doubles pages pour faire des notices biographiques, et donc dans des gens qui ont à la fois qui l'ont croisé ou qui ont compté dans sa vie, qui étaient des gens vraiment tout à fait passionnants et qui du coup à qui elle a peut-être fait un peu d'ombre, comme son premier mari, Günther Anders, qui était un philosophe et enfin un auteur que j'ai découvert, qui est très attachant et fait un espèce de philosophe poète que j'aime beaucoup. Bon, évidemment le grand Walter Benjamin, Charlotte Berhardt, qui était une femme extraordinaire qui a écrit un livre qui s'appelait Rêver sous Hitler. Elle a recueilli pendant des mois et des mois les rêves que les gens faisaient en Allemagne. Et voilà, donc tous ces personnages, Nina Gurfinkel, Lotte Eisner qui a créé la Cinémathèque avec Henri Langlois, un homme extraordinaire américain, à la fois philosophe et docker, qui s'appelait Eric Hoffer, Varian Fry, le poète Randall Jarrell. Voilà, donc c'est une façon de découvrir. Enfin, moi, ce que j'espère toujours, c'est que nos livres vont vous donner envie de lire beaucoup d'autres livres et de découvrir beaucoup d'autres auteurs. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lindsay,
qui va vous expliquer comment elle a travaillé sur mon scénario et mes dialogues. Donc j'ai tout d'abord commencé avec une lecture du texte, bien sûr, et j'étais vraiment emballée par le récit de la vie de cette femme qui a vécu tant de choses. Et ce qui me passionnait aussi, c'est que c'est non seulement que nous traversons une bonne partie du XXe siècle, mais aussi on se trouve dans plein d'endroits différents, dans Berlin d'abord, après Paris, puis New York, dans toutes les toits des villes de rêve pour une dessinatrice. Ça a été super de savoir que j'allais pouvoir les dessiner. Et du coup, déjà, j'ai commencé un peu à visualiser, à imaginer ce que ça pouvait donner en image. Et je trouvais que ça me correspondait très bien, l'époque, toute l'ambiance, tous les personnages divers. Mais j'avais conscience aussi du défi que ça représentait. Surtout que c'était une première bande dessinée pour moi. Et pour toi aussi. Ouais. Et du coup, il y avait tout le côté technique qui était nouveau pour moi et qu'il fallait essayer de maîtriser en assez peu de temps. Et il fallait aussi que ça lui ressemble parce que c'est quand même un personnage réel et assez connu. Et donc, je trouve que ça a ajouté un peu une responsabilité supplémentaire de la représenter fidèlement. Donc c'était un début de projet très sympa parce que Béatrice m'avait conseillé plein de films à regarder. Et donc c'est toujours sympa de pouvoir regarder des films en disant qu'on travaille. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Bon, par exemple, une trilogie qui s'appelle Welcome in Vienna d'Axel Corti et G.S. Toller et qui est assez extraordinaire et qui raconte l'histoire des juifs autrichiens en fuite dans l'Allemagne, enfin dans l'Europe nazie. Et puis dans la deuxième partie du film, ils arrivent à New York. Donc c'était très utile pour donner du temps parce que c'était un peu le même parcours que celui de Hannah Arendt. Et puis il y avait aussi un documentaire de Ronnie Broman qui s'appelle Un spécialiste et qui est entièrement composé d'images du procès Eichmann. Donc c'est vraiment très intéressant et assez glauque. Et voilà, ça m'a beaucoup servi pour mettre en scène sur Eichmann, bien sûr. Et puis un autre documentaire très utile, ça a été c'est par Jochen Kölsch qui parle de toute la vie d'Hannah Arendt et du coup il y a pas mal d'images peu connues dedans. Du coup ça a été très utile pour faire des milliers de captures d'écran et que j'ai utilisé plus tard. Et voilà. Donc au niveau du dessin, pour moi tout de suite j'ai pensé à comment, puisque c'est des personnages réels, comment j'allais pouvoir les dessiner plusieurs fois. Parce qu'il faut quand même vu que c'est des personnages réels, il faut que ce soit assez ressemblant et puis oui aussi ce qui est sympa parce que sinon je pense que je me serais un peu ennuyée à toujours dessiner le même visage. Donc heureusement il existait pas mal de photos que j'ai pu utiliser, mais je voulais pas avoir à dessiner à partir des photos à tout moment. Donc j'ai vraiment essayé d'identifier chez chacun des traits distinctifs et de les traduire en dessin. Et donc chez Anna c'était un peu son visage un peu long, son nez assez distinctif et des sourcils qui sont assez inclinés vers le bas. Et puis les cheveux, ça a aidé aussi. Donc voilà, c'est une question d'entraînement. Donc je vais vous montrer quelques images. C'est la toute première page du carnet, le dessin en haut à gauche qui était devenu la couverture. Voilà, j'ai aussi fait une petite chronologie pour savoir à quel moment elle avait quel âge. Parce qu'au début du livre, elle a 6 ans, et à la fin, elle a 75, je crois. Et puis à droite, des photos de famille, d'Anna, sa mère, son père. Page de croquis d'Anna, donc quelques-uns qui sont très ratés.
Et, et après, je commençais à trouver petit à petit comment la représenter plus facilement. Pareil pour Heidegger, qui était pas trop difficile, ça va. Assez sévère avec sa moustache, et puis Jaspers aussi, Walter Benjamin. Et oui, après, du coup, j'ai commencé à réfléchir à découpage, à comment composer les pages, et tout ça, du coup, c'était tout nouveau, c'était des expériments assez excitants. Et au début, j'ai commencé ce que je fais toujours, d'habitude avec n'importe quel projet. Je commence par le stylo, et en petit format comme ça. Ça m'aide à être moins hésitante et à composer, à visualiser l'ensemble de la page. Donc, vous voyez mes petites notes en très grand. Ouais, c'est mes pensées un peu, mes doutes sur comment procéder. Et ensuite, du coup, j'ai suivi un peu, ça commençait à accélérer un peu, je commençais à trouver un peu la technique qu'il fallait. Et, donc généralement, je commençais par des petits dessins comme ça, des petits croquis, que après je mettais en plus grand dans la planche à taille réelle. Et commençant toujours par le texte, parce qu'il fallait quand même que je sache de quel espace je disposais pour mes dessins. Donc il y avait pas mal de découpes qu'on a dû faire aussi, parce que parfois les pages étaient un peu denses. Donc il y avait un peu un travail d'échange sur ça aussi, pour trouver le bon équilibre. Et après, du coup, je trouvais des rectangles où on allait mettre le texte en police ordinateur. Ensuite les bulles, et ensuite, bien sûr, j'ai beaucoup gommé, recommencé, etc. Et prochaine étape, on voit aussi comment j'ai découpé le texte de Béatrice. Voilà. Et la prochaine étape, du coup, c'était de scanner ces croquis-là et de les imprimer, et puis je les plaçais sur une boîte lumineuse et mettais une feuille du papier par-dessus et décalquer comme ça. Parce que presque tous les bons dessinateurs me disent que c'est complètement fou d'avoir fait comme ça, parce que ça se fait plus, je pense, mais je ne savais pas comment faire, donc voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Après du coup j'ai décalqué au stylo, qui est donné le trait qu'on voit dans les dessins finaux. Et puis j'ai commencé avec la couleur, c'est la gouache. Et tout au début, c'est venu vraiment de toi, Béatrice, de réfléchir à une palette assez restreinte mais changeante pour chaque épisode, chaque page en fait. Donc oui, là du coup j'avais fait une liste où j'ai réfléchi à la palette que j'allais faire pour chaque page. Donc j'ai pas passé énormément de temps, c'était assez instinctif, ouais. Voilà. Et du coup, on voulait vraiment donner une ambiance particulière ou signaler des changements, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, on voulait vous montrer, parce que quand même, une grande partie du livre, c'était vraiment les recherches. Avant de commencer les dessins, on a vraiment dû rechercher beaucoup d'images, parce que c'est quand même basé dans l'histoire. Donc presque à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui existait en vrai, on voulait avoir une image archivale, des références. Moi, mon autre métier, c'est iconographe, et j'ai une passion pour l'iconographie, parce que j'adore les images. Et du coup, c'était un vrai plaisir pour moi d'être un peu sa tête chercheuse et de lui rassembler toutes des cartes postales, des plans, des photos, des dessins. Peut-être que tu peux défiler. Donc voilà, ça c'est une carte postale de Königsberg. Tu peux. Anna avec son père, avec son grand-père, va visiter le zoo de Königsberg. Donc on a trouvé effectivement l'entrée du zoo de Königsberg, qui est assez étonnante. Et ensuite, l'INSEE s'en est servi pour un dessin qu'on voit en dessous. Voilà.
Voilà, voilà, donc pour chaque petit détail, même je lui avais trouvé aussi pour le dessin, on voit l'intérieur de la maison, une photo de l'intérieur d'une maison de Königsberg dans ces dates-là, ce qui vraiment parfois peut prendre plusieurs jours, mais c'est très amusant, c'est ça qui est très amusant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, des petits nazis sympas. Oui, ça c'était pour évoquer ouais. Le fameux grand autodafé de livres en mai 1933 à Berlin. Et donc on a essayé de reconstituer, l'INSEE a essayé de reconstituer dans les images vraiment toutes les étapes de cet autodafé, parce que moi, à vrai dire, je connaissais très bien cet épisode, mais je ne savais pas concrètement comment ça s'était passé du début à la fin, comment les livres avaient été apportés, comment ils avaient été jetés. Il y avait des énormes éclairages pour que tout le monde... C'était la nuit, il pleuvait. Donc du coup, effectivement, l'INSEE a travaillé pour donner... Voilà, Il y avait aussi des images documentaires où j'ai fait des captures d'écran aussi. Ça, c'était très utile. Ensuite, ouais, souvent ça arrivait que Béatrice m'envoyait des images, des photographes qu'elle trouvait pertinents pour le projet. Et tel que celui-là. Donc on va la rotonde à Montparnasse. Où Anna a passé beaucoup de temps. Elle allait beaucoup dans les discours. Et donc on voit, vous pouvez voir là-dedans que j'ai complètement copié cette photo. Est-ce que tu peux me dire de quelle couleur est la tenture de la rotonde? Donc j'ai passé une semaine à chercher, et j'ai pas vraiment trouvé, mais j'ai trouvé un tableau de l'intérieur où on voit que toutes les banquettes étaient en rouge. Donc là, on s'est dit que ça devait être vraisemblablement rouge à cette époque-là, quoi. C'est un peu que dès qu'on a commencé sur cette voie, il fallait continuer en fait. Si tel détail était complètement précis, il fallait que tout le reste soit comme ça. Donc voilà. Après, oui, voilà, un épisode du bal masqué, des photos Picasso entre les deux femmes. Et après, par exemple, ça a pu être des tableaux comme celui-là, qui a été très utile pour une scène où on voit Günther et Anna ensemble sur leur balcon. Donc, oui. Donc là derrière c'est post à Paris là-haut. Voilà. L'épisode du bal masqué. Et ensuite, voilà. Juste, je voudrais que tu reviennes voilà. Juste, je m'étais aperçu que en janvier 27, il y avait exactement au même moment de ce bal masqué où Hannah Arendt était déguisée en femme de harem, ce qui nous a un peu surprise, mais bon, elle s'était déguisée comme ça. Et donc il y avait la sortie de Métropolis de Fritz Lang. Donc on a l'INSEE, je vais chercher le cinéma, et l'INSEE a représenté le soir de la première le cinéma avec l'archive. Bon, évidemment, il n'y a que nous qui savons ça, mais maintenant vous, parce qu'on vous l'aura raconté. Voilà, donc on voit Anna et Günther sur leur balcon, inspiré du tableau de Lotte Laserstein. Ensuite, l'épisode où Heidegger a commencé à porter ce badge nazi. Super. Donc on s'est interrogé sur la taille du pin. Petit. Qu'on voit ensuite dans le dessin. Et... Peut-être que tu veux parler de ça. Oui, on cherchait aussi c'était une image pour la fin de l'album. Ce qui m'avait frappé, c'est que Hannah Arendt, toute sa vie, a travaillé nuit et jour. Elle a vécu avec sa machine à écrire. Même quand elle s'est enfuie, à un moment donné, elle a été mise en camp de détention à Gurs, près des Pyrénées. Elle s'est enfuie, elle a été à Marseille, elle a réussi avec Heinrich Blücher à partir à Lisbonne. Et là, c'était très angoissant parce qu'il y avait des espions allemands qui enlevaient, paraît-il, il y avait des rumeurs, mais c'était, je crois, ça se passait vraiment, qui enlevaient les réfugiés allemands. Et tout le monde avait très peur, et elle a trouvé le moyen à ce moment-là d'acheter une machine à écrire
pour pouvoir travailler à Lisbonne en transit avant de partir aux États-Unis. Donc pour moi, il y avait ce côté, j'ai entendu crépiter sa machine à écrire tout le temps de ce livre-là. Et donc quand j'étais tombée sur cette image de Dziga Vertov, je me suis dit peut-être que ça pourrait être quelque chose dont on pourrait s'inspirer, et voilà. Et finalement, ça a été un peu réapproprié par moi pour la dernière page de la BD. Ensuite, un petit truc un peu marrant sur les poubelles. Voilà. Parce que quand sa mère arrive à Paris, elle arrive avec la croix de fer de son frère, et Anna est catastrophée parce que bon, ils étaient déjà très très maltraités en tant que réfugiés allemands, donc elle a tout de suite voulu aller jeter cette croix de fer dans une poubelle. Et donc l'INSEE me dit, mais en 40 à Paris, comment étaient les poubelles? Donc j'ai passé beaucoup de temps, peut-être tu peux remonter j'ai trouvé la seule photo où on voit vaguement, effectivement, si je vous disais le temps que j'ai passé à chercher cette image, mais c'était ça le jeu. C'est ça très détaillé, oui. Voilà, on peut peut-être passer quelques-uns. Voilà, Heinrich, on s'est questionné sur est-ce qu'il portait des lunettes, etc. Ensuite, c'était sur le moyen de transport, comment Heinrich et Anna sont partis à New York. Donc encore on voulait trouver le bon bateau. Qui ensuite a été traduit. Cette image était très utile aussi. Vous allez voir dans l'image finale. Donc voilà, vous voyez que toutes sortes de recherches iconographiques, tu peux passer, servent au dessin de l'INSEE. Voilà, tu peux peut-être passer encore un peu. Et là, c'est le mariage d'Anna. Donc l'INSEE se posait la question de savoir, ça peut paraître assez léger comme ça, superficiel, mais effectivement, quelle était la tenue d'Anna le jour de son mariage en 40 à Paris. Voilà, on avait trouvé. Parce qu'elle a toujours été très soucieuse de son élégance, quelles que soient les circonstances. Même quand elle était au camp de Gurs, elle expliquait qu'avec ses amis détenus, elles essayaient de se coiffer, de garder un certain aspect pour l'estime de soi. Ah oui, la question aussi qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'était l'INSEE qui m'a demandé quand s'est-elle coupé les cheveux. Donc j'ai dû la suivre sur toute sa vie pour voir effectivement à quel moment elle coupait, puisque quand elle était petite, elle avait de grandes tresses qui descendaient jusqu'au bas des reins, et puis progressivement elle les a coupées, et aux États-Unis coupées très 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 court. Donc vous voyez, tout ça prend. Voilà. J'ai inclus dans le dessin le moment où elle se fait couper les cheveux. Voilà. Before and after. Et. Ouais. Rosa Luxembourg. Ah. Oui, là c'était un épisode où elle part dans les Rocky Mountains pour aller enseigner en Californie. Et du coup, on s'est posé beaucoup de questions. Sur le train. Ouais, même si c'était finalement pas très important. Sur le train, enfin oui, le parcours du train, etc. Ce qui a donné ça. Du grand double page avec les seules images. Ah, voilà. Oui, après des images venues des archives d'Israël sur le procès Eichmann. Et le dessin. Ok, un touche à la fin. On voulait juste vous montrer des images, parce que dans la BD, c'est Anna qui raconte l'histoire à sa meilleure copine Mary McCarthy, qui était romancière. Et donc voilà, on voulait vous montrer une image des deux ensemble, des copines. Et puis Anna en mode assez joyeux. Et assez pensif. Voilà. Voilà. Donc notre partie est terminée. Voilà, nous avons fini notre travail. Maintenant, nous allons vous laisser écouter des lettres échangées entre Anna
Hannah Arendt et Heinrich Blücher, son époux. Donc on va les écouter. Друзья, друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы, подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои боссы. Chérie, ta lettre est arrivée hier. Je respire de nouveau et respire comme maintenant, profondément, pour me remplir de ton amour. Ça réchauffe. L'alcool n'est plus sur la glace de Genève, mais coule dans mes veines. La grosse lettre que je croyais déjà perdue est arrivée aujourd'hui. Heinrich. Genève, mon cher chéri, tout s'est passé comme je le souhaitais. Depuis hier, je me retrouve dans le giron familial, ce qui est amusant mais guère profitable. Et puisque, comme chacun sait, je suis incapable de dire non, j'ai déjà promis d'aller me promener cet après-midi. Mais je préférais travailler et aller me promener avec toi s'il faut à tout prix aller se promener. Soit dit en passant, il fait un temps magnifique. Je n'aime plus aller traîner comme ça sans raison valable. À peu près tout et tout le monde me tape sur les nerfs. Cette fois, je n'ai pas de chambre à moi. Je ne peux donc pas me retirer. La seule compensation, c'est cette cuisine vraiment excellente. Sois un bon chat et attends patiemment, sans désir de clair de lune, jusqu'à ce que la fille, qui est seulement un peu énervée, rejoigne les pénates que représentent réchaud à alcool, tourne-disque et disque. D'ici là, occupe-toi de ces mêmes pénates en te passant un disque de temps à autre et en pensant à moi. Apprends entre deux le français, les verbes irréguliers, quand tu dors et par le nez. Dors bien et travaille bien. Pense à moi et n'oublie pas les baisers. À toi, Hannah. Chérie, j'ai écrit 3 lettres et je n'en ai reçu qu'une de toi. Hier, de colère, je n'en étais pas écrit. Pas de nouvelles aujourd'hui non plus. La colère se transformait en peur. Je suis la proie de crainte infinie et je ne peux pas travailler. Écris immédiatement. J'espère qu'il n'y a pas de bonne raison à ton silence, pourvu que non. Mais s'il y en a pas, je te ferai la première grande scène de notre ménage. Tu peux en être sûr. Tu ne te rends donc pas compte à quel point ça fait mal et tu ne ressens donc pas le besoin de me dire quelque chose. Maintenant, je suis furieux de tous ces voyages. Sottise. Mais pourvu qu'il ne te soit rien arrivé. Et qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? Écris immédiatement. Une volée de coups et un baiser quand même. À toi, Heinrich. Genève. Chérie, entre-temps tu as reçu de mes nouvelles et moi des tiennes. Mais il faut écrire en français. Je n'ose pas le faire parce que je crains que tu n'arrives plus du tout à me lire. Ici, j'ai l'impression d'être en résidence surveillée, avec mauvaise conscience, parce que les 2 mères passent les plus beaux jours de leur vie. Entre-temps, je me suis rendu la vie supportable et je lis avec grand plaisir l'idéologie allemande, où tous ceux qui n'en savent pas assez long sur les vieux Grecs reçoivent un bon coup de poing dans la figure comme il se doit. À part ça, je me fortifie avec un vermouth à l'apéritif, du Chianti à midi, des petits plaisirs variables après-midi et du Chianti au dîner. Et le soir, je bois du schnapps. Bref, ta grive alcoolisée. Je suis gentille autant que faire se peut, mais me promener, c'est plutôt l'horreur. Je déteste tellement bavarder. Où manges-tu à midi? Je n'ose même pas te le demander pour le dîner. Je m'enquière avec enthousiasme de nouvelles recettes. À part ça, c'est-à-dire à part les livres de cuisine avec qui j'ai un certain penchant, comme pour les indicateurs de train, je lis Faust. À bientôt, mon chéri. Repose-toi bien.
Je t'embrasse, Hannah. Chérie, cette lettre aurait dû suivre immédiatement la précédente. Mais il y avait une grippe intestinale qui traînait à New York en quête d'un testat vulnérable. Et c'est bien sûr confortablement installé dans mon ventre et me laisse très affaibli. Le nœud gordilla de tes adresses qui change tous les temps devient vraiment affreux. Apparemment, d'après tes lettres à Hilde, tu n'as pas reçu 2 de mes lettres à Paris. Ce qui explique que tu crois que je ne t'écris pas. J'ai envoyé ma dernière lettre à Wiesbaden à l'adresse du musée et je vois dans la lettre de Hilde que tu as changé d'adresse. Mais Hilde n'arrive pas bien à lire. S. Military Club. Je ne peux pas encore sortir, mais je vais essayer demain de déchiffrer cette adresse. J'écris donc cette lettre à l'adresse de Sterbanger et j'espère qu'elle te parviendra le 30. Heinrich. Le 30. Heidelberg. Heinrich. Ta lettre n'a pas servi à grand-chose. Tu ne te souviens donc vraiment pas que nous avions convenu que tu écrivrais 1 fois par semaine? Et ton excuse avec les adresses ne tient pas debout. Comment se fait-il que Hilde ait réussi sans peine à me joindre partout et à tout moment, et toi jamais nulle part? Et tu n'as même pas trouvé moyen d'écrire quelques lignes en réponse à Jaspers. Et pas une seule réponse à mes lettres, ne serait-ce que pour confirmer qu'elles sont bien arrivées. As-tu envoyé le Kafka à Jaspers? M'as-tu envoyé des exemplaires de mes articles à Wiesbaden? As-tu envoyé un chèque certifié à Bâle? Tant de questions qui n'ont pas de réponse. Le malheureux est-il arrivé? J'ai le cœur bien lourd. Je n'arrive pas à comprendre cette totale absence de sens des responsabilités et des obligations les plus élémentaires. Je n'arrive pas à comprendre que tu manques à ce point d'imagination, que tu n'imagines pas ce que ça veut dire pour moi de dévaler la pente du monde comme une roue qui se serait détachée de la voiture, sans aucun lien avec mon chez-moi, sans rien, ni personne, sur qui je puisse compter, rien. Je t'écris avec toute l'amertume que je ressens, et si tu veux, avec la tristesse que ça représente, et ne peut que représenter pour moi. Hannah. Chérie, cette fois-ci, le premier jour déjà après ton départ a été bien difficile à supporter. Quand même, les bonnes habitudes sont bonnes. Je suis tellement habitué à toi que tu me manques d'une certaine manière au quotidien. Ça commence à s'arranger car j'arrive petit à petit à accepter ton absence et m'en rendre compte et en tenir compte. Mais il y a l'appartement que tu habites tellement que même lorsque tu n'es pas là, on ne peut pas les penser sans toi. Ceci, ce n'est pas lamentation, mais un petit salut. À part ça, tout se passe de manière supportable. Les cours sont en bonne voie, les étudiants pleins de vie et moi plein de travail. Alors Paris, profite doublement de ce voyage qui me coûtait ton absence. Et même si ça te semble difficile, prends bien soin de toi. Bien dépensé de tout mon cœur. Heinrich. Genève. Mon chéri, je n'aime pas me lever sans trouver une lettre. C'est pour la première fois que le facteur ne m'a rien apporté. Probablement faute du facteur qu'il faudrait changer s'il manque une autre fois à ses devoirs les plus primitifs. Je t'écris en français pour te punir en toute tendresse, car tu sais, mon bien-aimé, que je t'aime de tout mon cœur et de tout mon corps. L'âme n'y joue aucun rôle, faute d'existence. Sale temps qu'il fait. Tant pis, je n'aurais pas à me promener. Gros avantage, tu sais. Je n'aime pas me promener sans toi. Je lis Heine, Deutschland, et je dois t'avouer que je ne le connaissais que très peu. Maintenant, je vais me chercher un verre de vermouth sec et je vais essayer de surmonter mon cafard, tout en espérant que le deuxième courrier m'apportera une toute petite lettre. Chérie, beaucoup de baisers, n'est-ce pas? Hannah. Chérie, restons quand même convaincus de notre génie respectif.
Et reste aussi mon diablotat domestique et moi ton vieil esprit frappeur. C'est la seule chose qui me préserve de malheur de Nietzsche et toi de ta yiddishité. J'ai conclu mon cours de façon grandiose et tout le monde était enthousiasmé, même si beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi à avaler l'art métaphysique. Mais quand il s'agit de l'art, ces âmes sans vigueur se sentent encore à peu près à l'abri. Tout ça peut être de tourner vers une culture philistine. Mais la fin du cours sur l'existence, c'est le cours le plus génial que j'ai jamais fait. La première ébauche d'une pensée libre et absolument indépendante de l'homme. Alors là, ils étaient épouvantés. Nietzsche ne savait pas quelle chance il avait de ne pas avoir ses interlocuteurs. Il me semble que ça compense parfaitement les peines de l'écriture. Je leur ai présenté l'homme libre dans la réalité métaphysique de son être. Ils ont eu peur, comme ils ont eu peur du surhomme de Nietzsche. Ils ont clairement montré qu'ils préféreraient être le dernier des hommes que cet homme libre. Mon diablota chéri, porte-toi bien et sois extrêmement prudente pour Berlin. À toi, Heinrich. Venise, chérie, j'espère que tu as reçu toutes mes cartes et ma petite lettre manuscrite. Me voilà devant la machine à écrire de Mary pendant qu'elle prend son petit déjeuner. Je suis complètement sans dessus-dessous. Pendant 3 jours, j'ai pas arrêté de bouger. Je me suis promenée dans ce monde et ce paysage d'une incroyable beauté. Je suis arrivée hier au soir, tard, comme un bohémien ou un vagabond dans l'élégante Venise, qui est comme un autre monde. J'étais à Ferrare, Ravenne, Bologne et Padoue. Demain, ça continue par Mantoue, en bus jusqu'à Milan. Dis à Lotte que les bus sont exactement ce qu'il faut. En plus, on ne se sent jamais étrangère dans ce paysage. Tout est familier et connu depuis longtemps. Seulement on l'avait oublié ou jamais vu. Les gens vous traitent comme si vous étiez chez vous, même si on ne parle pas un mot d'italien et eux, pas un mot d'une autre langue. Ici, l'Europe est d'une certaine manière une réalité. Non pas dans la splendeur du monde construit, du paysage entièrement travaillé avec ses guirlandes de vignes entre les arbres qui relient toutes choses entre elles, mais dans la quotidienneté de la vie. La petite trattoria, les minuscules cafés dans les bourgs, tout est très vivant. Même à la campagne, partout on construit. Je t'envoie une montagne de cartes et à Lotte un petit fascicule sur les fresques de Giotto à Padoue. Ne crains rien, je ne me perds pas si facilement. C'est divin de se promener comme ça, sans la moindre responsabilité. C'est comme toujours charmant chez Mary. Et c'était la seule solution, vu qu'il n'y a plus la moindre chambre d'hôtel à Venise. Porte-toi bien, chérie. Travaille bien. À toi. Anne. Chérie, petite, puisque tu es avec Jaspers maintenant, tu es sûrement heureuse. On te gâte, j'imagine. C'est là la malédiction que les messieurs d'un certain âge peuvent jeter aux plus jeunes. À-t-on voir être rentré? Je suis noir de colère. C'est vraiment impossible de t'envoyer toutes ces lettres de louanges, des invitations, etc. J'en suis pas fait pour être ton secrétaire. C'est déjà beaucoup que tu n'y aies pas pu être la mienne. Il est temps, mon oisillon célèbre, que tu reviennes au nid et que tu t'y caches. Mais il te faudra encore répondre à 36 lettres qui ne valent pas la peine que je te le fasse suivre. C'est comme dans un conte de fées. Salut, embrasse tes... Sois salué, embrassé et pitiément claqué. À toi, Heinrich. Paris. Chère chérie, il fait un froid de canard à Paris. Personne ne chauffe et c'est vraiment très beau. C'est malheureux, disent les Français en parlant du froid. Il ne leur vient pas à l'idée qu'on pourrait chauffer. Pas dans les bibliothèques et les restaurants non plus.
Quand on fait quelques allusions timides, ils répondent « Mais madame, c'est beaucoup trop tôt !» J'ai mis tous les habits que je possède, et comme Dieu merci j'ai une chambre avec salle de bain, et que, miracle, l'eau sort vraiment chaude du robinet, j'arrive très bien à chauffer ma chambre, et je me retrouve dans un brouillard agréablement chaud. Les bibliothèques sont fructueuses, j'ai bien fait d'y aller. Au fond, je m'amuse bien. Les bibliothécaires m'appellent la mangeuse de livres. Pour ce qui est de la Pléiade, Balzac en 10 volumes, Saint-Simon 5, Rabelais 1, le prix est de 5 à 6 $ par volume. Fais tes calculs et écris-moi si tu les veux tous. C'était très sympathique avec ma famille. Toupie est vraiment tout à fait charmant. Je lui demande des conseils médicaux et il a déjà commencé à soigner mes rhumatismes. Et il me donne des conseils pour les prochaines années. Voici comment était la Hollande. Prairie, verte, verte, verte. Dans les prés, vaches tachetées. Le ciel accroche ses lourds nuages jusqu'au fond de la campagne. Les eaux brunes, brunes, brunes longent les mosaïques des prés. Dans les canaux, à la fois route et barrière, silencieux repose le monde. Des hommes s'agenouillent entre les eaux, dans les prairies, sous les nuages, ils bêchent la terre noire et mouillée, et leur regard embrasse le vaste monde. Bref, c'est vraiment comme un tableau de Rushdie. Il faut que j'y aille. Porte-toi bien, mon chéri. Take good care of yourself. À toi, Hannah. Ma chérie et géniale petite fille, quelle bonne chose que tu sois née et envoyée de par le monde, une bonne chose pour le monde. Et même s'il ne le sait pas, et une bonne chose pour moi, qui le sait parfaitement, et une bonne chose pour toi aussi, de temps en temps. Si tu étais là, ce qui devrait être le cas un jour pareil, nous aurions sans doute une de nos interminables conversations, et nous aurions encore fusionné grâce aux mots. À défaut d'être ensemble, le mieux, c'est bien sûr d'être à Florence pour la première fois. C'est comme un bon cadeau d'anniversaire que le monde te fait. Je vais t'envoyer un télégramme. C'est chic et de bon aloi. Et tu es si riche maintenant qu'il te parviendra directement. Mais que donner à une fille aussi riche? Si seulement je pouvais te demander conseil. Envoie-moi donc d'abord un petit collier de claques et de souhaits. J'imagine qu'à Hambourg, ils étaient comme d'habitude tous fous de toi. Tu vois, ton discours était très beau, quoi que tu en dises. À toi, Heinrich. Tel Aviv. Chère chérie, ta lettre est enfin arrivée. Surtout, ne fais pas suivre tout mon courrier. Ça coûte une fortune et ça ne sert à rien. C'est très dur d'écrire ici, parce qu'il se passe trop de choses. Quand même, le procès est très intéressant. Il y a par exemple aujourd'hui le père de Grispan, qui racontait tout simplement comment les nazis ont expédié sans crier gare sur la frontière polonaise tous les juifs polonais, mais naturalisés allemands, avec 10 marks en poche. Un vieux monsieur, avec la kippa, des gens pieux, très simples et très directs. Aucune grandiloquence, très impressionnant. Je me suis dit, même si au bout du compte on en reste là, le fait qu'un simple quidam qui sinon n'en aurait jamais eu l'occasion puisse dire en 10 phrases haut et fort, sans aucun pathos, ce qui s'est passé, ça vaut le coup. Les interrogatoires de Eichmann en 6 volumes sont très intéressants, voire comiques, mais dans l'ensemble quand même épouvantables et grotesques. Nous ne savons même pas comment les transporter. Souvent, pendant le procès, je trouve que Lotte devrait être là. Je lui rapporte les 6 volumes d'Eichmann. Elle-même en restera comme 2 ronds de flanc. Il faut que je termine, chère chérie. Prends bien soin de toi. Perds du poids. Ne bois pas. Ou du moins bois modérément. Pèse-toi. Ne te surmène pas. Et écris-moi. À toi, Hannah.
Va te promener, pense à moi, je te salue bien. Tu es tout ce que j'aime. Baiser, ton homme, Heinrich. C'est une bande dessinée, mais c'est avant tout un travail remarquable d'exactitude et de précision historique. Comme elle vous l'a dit tout à l'heure, l'auteur est documentaliste. Donc il y a une grande précision dans des tas de petits détails historiques et dans la biographie qu'ils ont fait d'Hannah Arendt. Je trouve que dans la collection, c'est une des bios qui a été la plus aboutie, la plus recherchée au niveau des images. C'est vraiment une vraie bio qu'on peut mettre dans un rayon philosophie très sérieusement pour des élèves, mais aussi pour les gens qui aiment Hannah Arendt. Et il y a une grande beauté, je trouve, du dessin, il y a une précision et une exactitude de toutes les questions qui ont été celles de la vie d'Hannah Arendt et de son engagement philosophique. Et voilà. Donc vraiment, je trouve que c'est un travail remarquable qu'il faut absolument faire circuler. Eh bien, on a travaillé avec Lindsay Grime à peu près une année sur ce livre. Effectivement, moi je ne pensais pas que ce serait autant de travail parce qu'il y a eu une foule de choses à chercher, mais en même temps on a tellement appris et c'était assez délicieux de tous les jours échanger sur comment représenter tel lieu, telle place, tel coin de Berlin, tel coin de Königsberg et d'échanger comme ça tous les jours, et des petits mails, des photos, des films, des textes. On a essayé de faire en sorte que le texte et les images s'épousent de façon très serrée, soient tricotées très serrées. Et du coup, c'est vrai que c'est une bande dessinée qui est très dense, avec beaucoup de lettres, il y a effectivement Anna qui raconte sa vie et il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de dialogues, elle récitait beaucoup de poésie, donc on la voit aussi beaucoup réciter de la poésie avec d'autres grands intellectuels allemands. Mais en même temps, c'est très dense et c'est il y a par exemple, j'ai envoyé à peu près une quinzaine de photos d'Heidelberg à l'INSEE pour qu'elle puisse avoir le plan qu'il fallait, du chemin des philosophes. Enfin, à chaque fois, on se casse vraiment la tête pour ça et c'est assez grisant parce que c'est vrai que moi, je viens surtout du texte. Enfin, je suis iconographe et auteur et c'est ma première bande dessinée. C'est absolument grisant. Dessiner, c'est toujours quelque chose que j'ai fait dès le plus jeune âge. J'ai toujours été là avec mes feutres et le papier. Du coup, c'est quelque chose que je savais, je pensais très jeune que j'allais continuer à le faire. Et ce projet-là, ça a été vraiment... Je trouve que ça m'a fait avancer beaucoup dans le dessin parce que une bande dessinée, ça nécessite plein de gestes, plein de situations diverses qu'on ne dessinerait pas forcément sinon, des interactions entre les gens, des expressions, de mettre en scène l'histoire même. Donc je trouve que le niveau de dessin ou même la maîtrise de ça, ce projet m'a aidé à avancer. Ça a été super pour ça, non seulement pour ça, mais aussi pour la collaboration avec Béatrice, qui est une partenaire formidable. Et j'ai adoré aussi le fait d'avoir un projet au long terme, un projet où c'était basé dans le réel et dans l'histoire qui m'intéresse aussi énormément. Voilà. En fait, je suis très contente de participer ce soir à cette soirée présentation de bande dessinée de Hannah Arendt. C'est Marina Golovin qui m'a proposé de participer. Et j'ai découvert cet univers que je ne connais pas. J'ai découvert pour moi Hannah Arendt. Je trouve que c'est très intéressant, très enrichissant. Voilà, et j'aimerais bien dire merci à tous ces gens qui ont organisé cette soirée. C'était vraiment
très 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 intéressant. J'étais hyper contente de faire cette lecture. J'ai rencontré plein de gens intéressants. Béatrice, Lindsay, qui ont fait le livre. Là, ça m'a permis en fait de rencontrer Hannah Arendt, de plonger dans son univers et puis du coup de voir le film, un petit peu comme Béatrice disait, quoi. Tu vas aussi ailleurs pour prendre d'autres choses et tout ça, et j'ai appris plein de choses, donc c'est toujours chouette quand on apprend des choses. Et puis j'ai rencontré Françoise, et j'adore l'édition, les livres, et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait sur les destins de femmes et de laisser autant de liberté aux gens de travailler comme ils ont envie, parce que j'en ai lu un peu d'autres et ils sont tous très différents, et c'est chouette.